Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 53 et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui dans cet épisode on va parler de sommeil et de ce qui impacte réellement le sommeil. Et là vous vous dites peut-être mais pourquoi est-ce qu'on va parler de sommeil dans un podcast qui normalement parle de digestion et de ventre? Eh bien tout simplement parce que les deux sont très très liés. Et en gros, le sommeil, au même titre que la digestion, c'est un peu la base de la santé. Je le dis souvent, pas de bonne santé sans une bonne digestion. On peut appliquer à peu près la même chose avec le sommeil. Et surtout, ce qui se passe avec le sommeil, c'est que un manque de sommeil, ça va vraiment impacter tous les niveaux de la santé et en particulier la digestion. Et on va voir un petit peu pourquoi. Donc clairement, le sommeil, pour moi, c'est le pilier, un des piliers, clairement, de la santé. Et d'ailleurs, on en parlait avec l'invité de l'interview du mois de février, qui est Johan Manon. Il nous parlait des piliers de la santé pour lui. On a évoqué beaucoup le sommeil aussi. On pense souvent à l'alimentation, c'est sûr que l'alimentation c'est bien sûr un pilier de la santé, mais on a tendance à parfois trop se focaliser sur ça et à oublier des choses absolument essentielles et que l'on prend parfois un peu soit pour acquis ou soit qu'on a tendance à justement mettre de côté, des choses comme le sommeil. Et en gros, on aura beau bien manger, être dans un environnement sain, avoir une bonne hygiène de vie, si on ne dort pas ou si on dort mal de manière chronique, c'est toute la santé qui va s'effondrer. Globalement, tout va commencer à partir en cacahuète, notamment le système immunitaire qui va faiblir, le cerveau qui va commencer à dérailler, puisque c'est pendant le sommeil que le cerveau va vraiment se régénérer, le stress va augmenter, puisqu'un manque de sommeil, ça crée inévitablement un gros stress sur le corps. Donc c'est tout l'équilibre métabolique du corps qui va être perturbé. En gros, il est quasiment impossible d'être en bonne santé sans un bon sommeil. Donc voilà, c'est pour ça que moi vraiment, ma première passion, vous le savez sûrement, c'est la digestion. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast s'appelle Bien dans mon ventre, c'est parce que je parle effectivement principalement de digestion, puisque une bonne digestion, c'est clairement un des piliers de santé. Aujourd'hui, on sait à quel point le microbiote, c'est important, ça peut régir complètement notre santé. Mais pour être honnête, le sommeil, c'est vraiment devenu un peu ma deuxième passion, mon deuxième pilier de santé. Tout simplement parce que déjà pour moi-même, je sens que si je n'ai pas un bon sommeil, c'est toute ma journée qui est impactée et de manière assez dramatique parfois. Et aussi parce que vraiment, je me rends compte de plus en plus que sans un bon sommeil, il n'y a pas non plus de bonne digestion. Tout simplement parce que ce que j'expliquais juste avant, que notamment un manque de sommeil, ça va créer un stress sur le corps, qui, le stress, lui, est un des premiers facteurs à impacter la digestion. Donc c'est vraiment un effet un peu de ricochet, un effet domino, qui fait que si le premier domino commence à se casser la figure, c'est tout le reste qui va être impacté. Donc c'est hyper important. Et en plus de ça, un manque de sommeil ou un mauvais sommeil, ça va augmenter un peu l'anxiété. Et l'anxiété, je vous en parlais dans l'épisode précédent, donc ma stratégie contre l'anxiété, eh bien le sommeil en fait effectivement absolument partie. Donc voilà, le sommeil et la digestion, ils sont intimement liés et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous en parler aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle j'avais aussi envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que depuis quelques mois, j'ai un nouveau gadget santé. J'ai une bague connectée de la marque Oura. C'est peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent. C'est vrai qu'on en entend un peu parler partout en ce moment. Moi j'adore les gadgets et particulièrement j'adore les gadgets qui sont liés à la santé.
Et en fait, cette bague connectée, tout simplement, elle mesure notamment les mouvements que l'on fait dans la journée, le rythme cardiaque, la température, voilà, elle mesure plein de choses, la journée et tout particulièrement la nuit. Et en fait, ça nous permet, ces mesures, on va dire, ça permet de voir un petit peu à la fois si on bouge suffisamment, mais aussi notre état de stress en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est pas juste un gadget qui va mesurer les pas qu'on va faire dans la journée ou si effectivement on a assez bougé. Elle va vraiment mesurer plein de choses et son objectif premier, c'est de nous permettre de bien trouver l'équilibre entre l'activité et le repos, et aussi de bien gérer notre stress. Et en fait, quand cette petite bague, qui est liée à une application évidemment, c'est dans l'application qu'on retrouve toutes les informations, quand elle constate que effectivement nos métriques sont pas idéales et qu'on est un peu en état de stress, elle propose plein de choses en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec cette application, c'est que ça propose énormément de contenu, d'explications, et moi j'adore les explications, surtout en ce qui concerne la santé, et j'ai vraiment compris plein de choses. Et grâce à elle, en fait, j'ai découvert des choses assez incroyables sur mon sommeil et surtout sur l'aspect réparateur du sommeil. Parce que je pensais assez naïvement, bon en réalité je savais que c'était pas lié que à ça, mais j'avais envie de croire dans mon petit monde idéal qu'une nuit en gros de 8 ou 9 heures de sommeil continu, ça suffisait à me reposer. Bon, il faut savoir que moi j'ai besoin de dormir beaucoup. Je suis plutôt vers les 8h30, 9 heures de sommeil idéalement, plutôt que 8. On dit en général il faut en moyenne 8 heures pour un adulte. Alors c'est une moyenne évidemment. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir moins, d'autres plus. Bah moi pas de chance, je suis tombée du côté de la loterie où il fallait dormir plus. Donc bon, ça déjà je l'avais bien compris et j'avais vraiment rallongé mon temps de sommeil depuis quelques mois. Ça, je vous en avais parlé dans une newsletter notamment où j'expliquais un peu mon parcours avec le sommeil, parce que j'avais eu une période il y a 1 an ou 2 peut-être où j'étais hyper fatiguée tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais l'impression de bien dormir et de dormir suffisamment. Et en fait, j'ai passé pas mal d'examens, j'ai vu un médecin du sommeil hyper intéressant qui m'a expliqué plein de choses aussi, et j'ai vraiment compris que finalement je ne dormais pas assez en quantité. En fait, je pensais dormir assez, mais si vous voulez, je passais effectivement 8 ou 9 heures dans le lit, mais ces 8 ou 9 heures dans le lit, ça ne voulait pas forcément dire que je dormais, parce que parfois je lisais un peu avant de m'endormir, je mettais du temps à m'endormir, je me réveillais la nuit. Donc voilà, j'ai pu vraiment réajuster tout ça pour faire en sorte d'avoir effectivement, dans le meilleur des cas, malheureusement ça n'arrive pas toutes les nuits, mais dans le meilleur des cas, j'essaye vraiment d'arriver à au moins 8h30 de sommeil. 9 heures c'est le top du top, là je me réveille, je pète le feu, mais voilà, donc je pensais qu'effectivement la quantité de sommeil était quasiment suffisante. Mais je comprenais pas pourquoi certains matins je me réveillais super en forme et d'autres matins je me réveillais avec l'impression vraiment de ne pas avoir assez dormi. Alors j'avais quand même identifié que mon dîner de la veille avait une incidence, et en fonction de ce que je mangeais, le réveil était plus ou moins compliqué ou pas, mais il y a plein de choses quand même qui m'échappaient un peu, et j'avoue que je tâtonnais un petit peu sur tout ça, et j'ai un peu compris pourquoi, justement grâce à cette bague connectée. J'ai compris en fait que certaines choses que je ne soupçonnais pas impactaient mon sommeil, et en particulier le fait que le sommeil soit réparateur ou non. C'est-à-dire que parfois je peux dormir effectivement 8 ou 9 heures dans une nuit, mais finalement ne pas être aussi reposée que une autre nuit où j'aurais dormi la même quantité de temps, mais en fait c'est la qualité qui va être différente. Alors déjà, pour revenir un peu sur ce qu'est un sommeil réparateur, déjà c'est un sommeil qui est idéalement ininterrompu, c'est-à-dire une nuit où on ne se réveille pas, en tout cas pas de manière consciente, parce que le sommeil, vous le savez sûrement, c'est la nuit de sommeil, elle est composée de différents cycles. En fait, on a différents cycles de sommeil qui se répètent au fur et à mesure de la nuit. Si on dort par exemple 8 heures, on a peut-être, je sais pas, ça dépend des personnes, mais 4 ou 5 en moyenne cycles de sommeil, avec du sommeil profond, du sommeil paradoxal, du sommeil léger, et entre ces différents, donc dans chaque cycle il y a ces 3 types de sommeil, et entre chaque cycle il est possible qu'on se réveille, mais que ce soit, je dirais, un peu un micro-réveil. Ça, c'est normal, ça arrive quasiment toutes les nuits, mais en général, on ne s'en rend même pas compte et on s'en souvient même pas. Donc ce genre de réveil, c'est pas gênant, puisque en fait, finalement, on est en demi-sommeil, en fait, et c'est plutôt, c'est normal, c'est physiologique, mais c'est pas gênant. En revanche, ce qui est gênant, c'est quand vraiment on va se réveiller au cours de la nuit, et que là, on va vraiment être conscient qu'on est réveillé, ou parfois même on se lève. Ça peut être le cas soit juste parce qu'on se réveille et qu'on a envie d'aller aux toilettes, ça peut être le cas
parce qu'on est réveillé par un enfant, un animal, voilà, des choses extérieures à nous-mêmes. Donc idéalement, un sommeil réparateur, c'est plutôt un sommeil qui est ininterrompu. Et c'est vrai que, quitte à choisir, il vaudrait mieux par exemple dormir 5 heures d'un sommeil ininterrompu plutôt que de dormir 9 heures en se réveillant toutes les demi-heures par exemple. Alors je caricature, j'espère que ça ne vous arrive pas quand même. Mais voilà, en fait, le fait de se réveiller fréquemment, ça interrompt les cycles de sommeil et du coup, ça perturbe fortement le sommeil réparateur. Une nuit de sommeil réparateur, c'est aussi une nuit avec suffisamment de sommeil profond. Donc je vous disais, il y a 3 phases de sommeil. Je vous explique brièvement. Hein. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans le côté hyper scientifique du sommeil, et de toute façon c'est pas ma spécialité, mais voilà, il y a la phase de sommeil profond, la phase de sommeil paradoxal et la phase de sommeil léger. Donc en général on commence par le léger, ensuite on passe en paradoxal, puis en profond, et ensuite on repasse vers le paradoxal et le léger. Et le sommeil profond, il doit représenter en moyenne 15 à 20% du sommeil total, donc sur toute la nuit, et il survient surtout en première partie de nuit. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que, par exemple, je ne savais pas du tout, ou alors j'avais complètement oublié. Mais en fait, avec cette application, j'ai vraiment justement mes cycles de sommeil qui sont dessinés sur un graphique, parce qu'en fait, la bague arrive à capter effectivement en fonction des mouvements, de la fréquence cardiaque et de la température. Elle arrive à voir en fait dans quelle phase de sommeil je suis. Et là, j'ai vraiment pu voir effectivement le sommeil profond, il intervient sur les 2-3 premiers cycles de la nuit. Et en général, les 2-3 derniers cycles de la nuit, il y en a quasiment pas. Ce qui est normal, hein, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que il est important que surtout la première partie de nuit soit vraiment idéale et le moins perturbée possible, on va dire. Et durant le sommeil profond, donc c'est vraiment le moment où le corps se met vraiment au repos, où la pression artérielle diminue, les muscles se relâchent et le cerveau se régénère, on élimine les toxines, etc. Enfin, c'est vraiment un moment vraiment crucial, même si toutes les phases de sommeil sont importantes, mais voilà, il est important que le sommeil profond il soit suffisant en quantité sur une nuit, on va dire, de sommeil. Donc voilà, en moyenne, il faut que ça représente à peu près 15 à 20%. Alors comme ça peut paraître un peu abstrait, voilà, c'est pas évident de savoir. Moi, je le sais parce qu'effectivement, cette bague connectée, elle mesure tout ça et mon application me dit ensuite le matin combien de pourcentage j'ai eu de sommeil profond. Donc voilà, donc je le sais à peu près. Et en fait, elle se base aussi sur ça pour dire si le sommeil a été très réparateur ou non. Ensuite, un sommeil réparateur, c'est aussi un sommeil durant lequel le rythme cardiaque, est progressivement descendu. En gros, idéalement, quand on va se coucher, le rythme cardiaque, il est un peu plus élevé qu'au cours de la nuit, c'est-à-dire il est normalement à notre norme de rythme cardiaque au repos, et au fur et à mesure de la nuit, normalement il doit descendre progressivement. Alors ça descend pas de beaucoup, hein, vous passez pas non plus à quasi mort, hein, évidemment, c'est juste qu'il y a quand même une petite variation qui normalement doit se faire, et donc ça diminue au fur et à mesure de la nuit, et puis ça remonte tranquillement jusqu'à l'heure du réveil. En gros, si vous voulez, la courbe du rythme cardiaque, idéalement elle doit faire comme un hamac. Vous voyez un peu cette image, si vous prenez une courbe de rythme cardiaque sur la nuit, elle doit faire comme un hamac, c'est-à-dire qu'elle doit être un petit peu plus haute au moment de l'endormissement et au moment du réveil, et plus basse au milieu de la nuit. En général, idéalement, elle atteint son minimum au milieu de la nuit pour remonter tranquillement voilà, jusqu'à l'heure de réveil. Donc ça, c'est un critère en tout cas sur cette application pour dire que effectivement le sommeil a été bien réparateur. Il faut que la fréquence cardiaque, elle diminue suffisamment. Et un sommeil réparateur, c'est aussi un sommeil durant lequel la température corporelle descend également. Normalement, la nuit, et c'est aussi pour ça que c'est important de dormir dans une chambre qui est assez fraîche, qui n'est pas surchauffée, la nuit, la température du corps doit très légèrement descendre. Pareil, on passe pas non plus en hypothermie, hein, mais voilà, c'est vraiment tout le corps qui se met un petit peu au repos, et la température corporelle, ça en fait partie. Et le problème, c'est que si elle reste un peu trop élevée, c'est un signe de stress, et c'est aussi le signe que le corps n'arrive pas à complètement se relâcher, se reposer et faire tout ce qu'il a besoin de faire durant la nuit. Donc voilà, en gros, les clés un petit peu d'un sommeil réparateur. Et effectivement, moi, j'ai découvert des choses qui pouvaient vraiment perturber mon sommeil, même si c'est des choses où, sur le papier, je savais, j'ai des choses, je le sais, qu'effectivement, ça peut perturber le sommeil, mais là, j'ai vraiment pu le voir sur l'application, et honnêtement, c'était assez flippant, parce que j'avais beau me dire, non mais c'est bon, là, je suis hyper fatiguée, donc je vais super bien dormir, voilà, et bien non, il y avait des choses qui effectivement perturbaient. Donc parmi ces choses, il y avait notamment l'alcool. Bon alors moi, je suis pas du tout une grosse buveuse, je tiens pas du tout l'alcool, mais si par exemple je prenais un petit verre de vin pris au dîner, par exemple, et quand je dis un petit verre de vin, c'est vraiment un petit verre de vin,
et bien rien que ça provoquait en fait une élévation de mon rythme cardiaque et en particulier en début de nuit. C'est-à-dire dans les premières heures suivant l'endormissement, mon rythme cardiaque augmentait, ce qui est quand même complètement contre-productif et assez illogique, puisque normalement, au moment où on s'endort, c'est le moment où le rythme cardiaque doit tranquillement baisser pendant plusieurs heures pour remonter ensuite. Et ben là, effectivement, je voyais qu'au moment de l'endormissement, dans l'heure qui suivait, j'avais un espèce de pic d'augmentation du rythme cardiaque, et je le sentais, très honnêtement, moi en plus, je réagis assez fort à beaucoup de choses, donc même un petit verre de vin, je sens que mon cœur bat un petit peu plus vite. Souvent, le problème avec l'alcool, c'est qu'on se dit non mais ça m'empêche pas de dormir, puisque c'est vrai qu'avec l'alcool souvent on s'endort. L'alcool, moi en tout cas, ça a tendance à vraiment me casser un peu et du coup je m'endors assez vite et assez facilement. Donc je me dis nickel, du coup ça doit m'aider à dormir. En réalité bien sûr que non, je le savais, mais là c'était quand même écrit noir sur blanc. Donc c'est compliqué parce que on peut avoir tendance parfois à se dire le soir si je suis un peu tendue, je vais boire un petit verre de vin par exemple pour terminer ma journée avant d'aller dormir, et on a l'impression que ça marche parce qu'effectivement on s'endort vite, sauf que en fait on s'endort vite mais ça veut pas dire pour autant que le corps se repose, et ça c'est une grosse différence. Donc le fait que le rythme cardiaque augmente en première partie de nuit, non seulement ça perturbe le sommeil profond, parce que du coup le corps n'arrive pas forcément à passer en sommeil profond, mais ça limite en fait le repos du corps. Donc c'est comme si, je caricature, mais c'est presque comme si les premières heures de sommeil après un verre d'alcool, ça comptait pas, dans le sens repos, évidemment. Le corps dort quand même, mais le repos va être de beaucoup moins bonne qualité, alors qu'on a l'impression que oui, mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, ça c'est un peu le truc, je me dis pourtant quand même, je suis vraiment pas une grosse buveuse, et si encore j'avais bu plusieurs verres de vin, ou des trucs de l'alcool fort et tout, je me serais dit ok là... t'as voulu jouer, t'as perdu. Mais là vraiment, du coup je réfléchis d'autant plus à 2 fois avant de prendre un verre de vin le soir. Déjà que ça ne m'arrive pas très souvent, mais alors là effectivement, c'est vraiment pour des occasions spéciales. Et si je sais que le lendemain j'ai pas besoin d'être hyper en forme, c'est plus comme ça, je trouve qu'il faut voir les choses. L'idée, c'est pas de se dire du coup, je boirai plus jamais d'alcool de ma vie. Alors ça peut être le cas, effectivement, pourquoi pas, chacun fait ses choix. Mais moi, je me dis plutôt, du coup, comme pour tout, en fait, c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre aussi à travers ce podcast. Il y a plein de choses qui sont qu'on considère un peu mauvaises pour la santé, comme l'alcool, les excitants, le sucre, etc. On peut se dire effectivement, si c'est pas bon pour la santé, je n'en consommerai plus jamais. À vivre au quotidien, ça peut être quand même assez contraignant. Donc moi, je suis plus partisane de se dire... Ok, je comprends, je connais et je comprends l'implication que ça peut avoir. Donc, quand j'en consomme, c'est en pleine conscience, c'est-à-dire que vraiment je le choisis, j'en ai envie, je l'apprécie et je suis ok avec les conséquences. Et du coup, ça permet juste simplement de responsabiliser et de se dire, je sais ce que je fais, je sais quelles sont les conséquences, je choisis de temps en temps effectivement d'y aller et avec plaisir. Ça, c'est hyper important de garder cette notion de plaisir et de ne surtout pas... culpabiliser, parce que alors là du coup on perd tout l'intérêt effectivement, parce que c'est quand même des choses qui sont normalement à la base des plaisirs. Donc du coup par rapport à l'alcool, c'est vrai que ça m'a encore plus fait prendre conscience de ça, et maintenant quand je bois un petit verre de vin, je le fais en conscience et je sais pourquoi, et je sais les conséquences que ça peut avoir le lendemain. Un autre élément qui peut perturber beaucoup le sommeil, c'est un dîner trop tardif et ou trop sucré. En gros, quand on mange trop tard, c'est-à-dire quand je dis trop tard, c'est en fait trop proche de l'heure du coucher. Parce que si vous mangez à 22h mais que vous allez vous coucher à 1h du matin, en soi, vous avez quand même 3 heures avant d'aller dormir, donc a priori, il n'y a pas de souci, en tout cas par rapport au temps entre le dîner et le coucher. Mais si vous dînez et que vous allez vous coucher dans l'heure qui suit par exemple, ou même dans les 2 heures, 2 heures c'est déjà mieux que rien, mais moi ça m'arrive parfois, si je finis de travailler un peu tard, de dîner un peu trop tard et d'aller me coucher dans l'heure qui suit. Et clairement, si je dîne et que je vais me coucher juste après, ou dans l'heure qui suit, ou si je mange beaucoup de sucre au dîner, la même chose se passe qu'avec l'alcool, en un peu moins marqué quand même, mais en gros la fréquence cardiaque monte en première partie de nuit, donc je dors, mais en fait mon cœur bat plus vite, ce qui du coup nuit encore une fois à mon repos. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on mange, la glycémie elle augmente, puisque même si on mange pas de sucre, on va quand même manger des choses qui contiennent des glucides dans notre repas.
Et donc la glycémie, elle va augmenter. Ce qui, en gros, met le corps un petit peu en état d'alerte, j'allais dire en état de stress. Bon, si elle monte pas trop, effectivement, ça va. Mais il n'empêche que le corps se met en état d'alerte puisque la glycémie augmente, donc il faut faire quelque chose. La glycémie, elle augmente, le taux de sucre dans le sang augmente, donc ça veut dire qu'il va falloir l'utiliser. Ce sucre dans le sang, il va falloir en faire quelque chose, soit l'utiliser, soit le stocker. Donc tout se met en œuvre, il y a l'insuline qui prend le relais, etc. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans le corps. Et tout ça crée effectivement une augmentation de la fréquence cardiaque, potentiellement aussi une augmentation de la température. Vous avez peut-être remarqué parfois avant de manger, quand on a faim, on a froid. Et une fois qu'on a mangé, on a plus chaud, on est plus réchauffé, on se sent mieux. C'est simplement parce qu'on a mis des matières des matières premières dans la chaudière. Donc le corps s'active et donc la température corporelle augmente. Mais donc ça, il n'y a pas de problème, sauf que quand on fait ça juste avant d'aller dormir, par rapport à ce que j'expliquais juste avant, vous comprenez bien que là il y a un petit souci parce que du coup le cœur va battre un petit peu trop vite et la température corporelle va être un petit peu trop élevée. Donc ça va perturber aussi le repos. Donc ça voilà, c'est aussi un truc, alors c'est pas toujours évident, je sais, de manger à distance du coucher parce que parfois on a des journées qui se finissent tard, le temps de préparer à manger, le temps de s'occuper de 2 ou 3 trucs, et finalement on dîne, il est assez tard et si on est fatigué, on va se coucher dans l'heure qui suit, évidemment là il va y avoir cet impact sur le repos. Alors je sais que c'est pas toujours évident à mettre en place, mais idéalement c'est vrai qu'il faudrait au moins 2 ou 3 heures entre le dîner et le coucher pour avoir le temps justement d'avoir digéré déjà une première partie, que la fréquence cardiaque se soit stabilisée, que la température se soit stabilisée aussi. Donc voilà, ça c'est un peu dans un monde idéal. Un autre élément qui avait tendance à perturber mon sommeil, c'est le café. Alors non pas que je boive du café le soir, ça c'est quasiment impossible pour moi, sinon je pense que je reste éveillée toute la nuit. Parce que comme je vous disais, moi je réagis assez fortement à peu près tout, donc que ce soit l'alcool, le café, le sucre, enfin bref, les médicaments, tout ça, moi j'ai à peu près tous les effets secondaires et tout, donc voilà, c'est team hypersensible au possible. Et en fait, le café, je savais effectivement que ça pouvait perturber le sommeil, mais là, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que ça va vraiment soit retarder l'heure de l'endormissement, soit provoquer des réveils nocturnes, et même un café pris en début d'après-midi. Si par exemple j'ai déjeuné un peu tard et que du coup je prends un café vers 15h, ce qui du coup est le milieu d'après-midi là, plus que le début d'après-midi, quasiment inévitablement je vois qu'effectivement je vais avoir tendance à plus me réveiller au cours de la nuit et que du coup j'aurai un sommeil qui va être moins réparateur. Donc c'est vrai que parfois on se dit non mais moi je prends pas de café après 17h par exemple, et en fait selon les personnes ça peut être déjà trop tard, et moi je sais que voilà, un café déjà à 15h, en réalité je sais que c'est déjà trop tard et que ça va impacter ma nuit d'une façon ou d'une autre, même si je m'endors assez rapidement, mais en fait ça me provoquera quand même potentiellement un réveil dans la nuit, donc une perturbation du sommeil et donc du repos. Donc ça c'est important de bien se connaître. Il y a des personnes qui peuvent boire du café avant d'aller dormir et ça ne les perturbera pas, ou en tout cas sur le papier elles n'auront pas l'impression. Après il faudrait voir effectivement les mesures du rythme cardiaque, de la température, etc. Mais voilà, il faut apprendre à se connaître et il faut savoir si vous pouvez boire un café juste le matin et c'est tout, ou si vous pouvez en boire un jusqu'en début d'après-midi et après on arrête, ou si vous pouvez en boire un peu plus tard. Voilà, quoi qu'il arrive, si vous avez tendance à avoir des problèmes de sommeil et en plus de ça de l'anxiété, le mieux c'est de réduire au maximum, voire d'éliminer complètement tout ce qui va être caféine. Un autre point qui perturbe le sommeil, ça va être le stress. En fait, tout simplement, le stress, c'est comme conséquence d'élever le rythme cardiaque, mais aussi la température. D'ailleurs, on le sent bien, quand on a un gros coup de stress, en général, on a chaud, on transpire, on a le cœur qui bat vite. Bon voilà, tout simplement. Donc en fait, le stress, le problème, c'est que ça va justement empêcher ce rythme cardiaque de baisser, ainsi que la température. Or, on l'a bien vu, si les deux ne diminuent pas suffisamment, le repos n'est pas optimal. Voilà, encore une fois, tout ça c'est à peu près logique, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que, comme je vous disais en début d'épisode, cette petite bague connectée, enfin en tout cas l'application, si elle constate que le rythme cardiaque au repos et la température sont trop élevés par rapport à la moyenne de la journée, là elle dit attention, vous êtes un petit peu stressé, demandez-vous ce qui peut vous stresser, essayez peut-être de faire un petit temps de repos, un temps de méditation, de respiration. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant, parce que parfois on peut avoir tendance à s'habituer en fait à vivre un peu dans cet état de stress, et alors que en fait le corps lui il en subit les conséquences, mais nous on s'en rend pas forcément compte parce que ça se passe la nuit, on se réveille un peu plus fatigué, mais on se rend pas forcément compte que le corps il n'a pas réussi vraiment à se reposer. Et en fait le problème c'est que si ça arrive une nuit, a priori il y a pas de souci, on se rattrapera la nuit d'après, mais si ça se reproduit sur plusieurs nuits, là ça peut vraiment être le signe que le stress s'installe, et là il peut y avoir vraiment des conséquences sur le corps.
Et enfin, dernier point, c'est pas, la liste n'est évidemment pas exhaustive, mais en tout cas là je vous dis vraiment les choses que j'ai remarquées par rapport à ma situation et par rapport aussi au contenu que propose l'application, ce qui m'a permis aussi d'apprendre plein de choses sur ça. Ce qui peut aussi perturber le sommeil, c'est le manque d'activité. Je le vois bien, hein, si effectivement je passe une journée entière chez moi à travailler et que je ne bouge quasiment pas, mon sommeil il sera moins réparateur, probablement aussi parce que je serai peut-être un peu plus stressée, puisque le fait de bouger, ça permet aussi d'éliminer une partie du stress, d'évacuer que ce soit un stress physique, un stress mental. Idéalement, il faut vraiment trouver un équilibre entre l'activité et le repos, avoir suffisamment des deux. Parce que si on a trop d'activité, on n'aura pas assez de repos, mais si on a trop de repos, on n'aura pas assez d'activité. Et vraiment, on a besoin de cet équilibre. Donc si je vois qu'il y a une journée où effectivement j'ai quasiment pas bougé de la journée, j'ai pas fait de sport, je suis pas sortie, je suis à peine sortie promener mes chiens, effectivement, je sens que la nuit déjà, je serai un peu moins fatiguée, parce que la fatigue, elle vient aussi de l'activité, hein, qui va finalement nous fatiguer. C'est ce qui nous permet justement, d'être fatigué le soir et de pouvoir vraiment bien dormir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de trouver cet équilibre entre bouger suffisamment, ne serait-ce que sortir marcher, faire une petite balade, même 10 minutes, 10-15 minutes de marche un peu soutenue, ça peut déjà être très très bien. Et en même temps, ne pas non plus passer sa journée à courir partout, parce que là je vous parle effectivement du manque d'activité, mais la suractivité peut aussi fortement perturber le sommeil, parce que le corps aura été complètement en ortho quasiment toute la journée, et il aura du mal à faire le switch et à passer en parasympathique, donc à passer en repos. Donc ça on le voit aussi quand on a des journées hyper stressantes, où on court partout, on est à 100 000 à l'heure, on n'est pas du tout détendu. Il se peut que le soir, même si on est épuisé, on n'arrive pas à s'endormir, parce que le corps justement n'arrivera pas à faire ce switch, il n'aura pas eu assez de sas de décompression pour vraiment passer d'un état à un autre. Donc voilà, globalement un peu ce qui peut impacter réellement le sommeil, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Alors évidemment là j'ai pas parlé du fait de dormir dans une chambre, si j'ai parlé du fait de dormir dans une chambre fraîche, mais il y a aussi l'importance de ne pas avoir trop de bruit ni de lumière, parce que tout ça évidemment ça active le système nerveux, ça nous met en alerte et donc ça a tendance à perturber le sommeil. Évidemment ça pour moi c'est un peu des basiques, hein. Mais là, je voulais plus mettre l'accent sur des choses qu'on peut peut-être moins soupçonner. Et alors que réellement, si ça se reproduit sur plusieurs nuits, eh bien, ça peut vraiment avoir un fort impact. Et moi, c'est vraiment le fait d'avoir ces graphiques de suivi et en plus de les connecter à mon état général, que ce soit au réveil ou durant la journée. Là, ça m'a vraiment permis de voir la différence. Donc voilà, c'est se coucher tôt et avoir suffisamment d'heures de sommeil, c'est bien. Mais ce qu'on aura mangé ou bu avant, à quelle heure on a mangé, dans quel état de stress on se couche, ça va jouer tout autant. Si vous avez l'impression de dormir suffisamment, mais que vous êtes quand même constamment fatigué, faites attention à ce genre de choses, parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais sur votre corps, ça a un réel impact et au fur et à mesure, ça peut vraiment vous fatiguer. Donc voilà, idéalement, on limite le café, les excitants, on n'en boit pas après le début d'après-midi, on dîne au moins 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher, on zappe l'alcool et le gros dessert sucré, et on se relaxe avant d'aller dormir en lisant, en faisant une petite respiration, une méditation, un yoga nidra, quoi que ce soit qui puisse nous permettre justement d'avoir un peu ce sas de décompression, qui puisse indiquer au corps que là on va passer en mode repos, et donc on va pouvoir un petit peu calmer le jeu et passer vraiment sur un sommeil qui sera réparateur. Honnêtement, je ne fais pas ça tous les jours, hein. Évidemment je suis pas un robot, là tout ce que je vous dis c'est dans une journée idéale évidemment, alors fort heureusement ça arrive quand même assez souvent, mais il y a des jours où je ne peux pas, ou il y a des jours où j'ai pas envie, donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça absolument tous les jours et qu'il y a que comme ça que vous arriverez à avoir un sommeil réparateur. L'idée c'est plus de vous faire prendre conscience un petit peu des enjeux qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. En tout cas moi je sais que si je sens que je suis vraiment fatiguée, que mes nuits sont pas réparatrices, là je mets vraiment la priorité sur le sommeil et je mets tout en place pour faire en sorte d'avoir une nuit qui va être réparatrice et qui va me permettre d'être en forme les jours d'après. Et pour le coup ça fait une vraie différence, c'est-à-dire que vraiment quand je mets en place tout ça, là je sens que mes nuits sont bien plus réparatrices. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur votre sommeil, et j'espère que ça aura pu résonner en vous, peut-être des choses, vous dire ah oui ça j'avoue que je pensais que ça n'avait pas d'incidence, mais finalement je vais peut-être essayer de faire différemment. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et puis pensez à vous inscrire à la newsletter. J'envoie chaque semaine des conseils sur la santé au naturel.
particulièrement sur la digestion, mais sur tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion et à la santé. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.